Bonsoir et bienvenue en direct sur le plateau de la télé. Le 20 octobre prochain, le peuple suisse est appelé aux urnes pour renouveler le Parlement fédéral. Ce soir, nous vous proposons un grand débat contradictoire avec une partie des candidats au Conseil des États. Rappelons qu'actuellement, les 2 sièges vaudois sont occupés par la socialiste Géraldine Savary, qui ne se représente pas, et par le PLR Olivier Français, qui, il y a 4 ans, avait ravi le siège au vert Luc Recordon avec plus de 3000 voix d'avance. Pour cette élection, 11 listes représentant 15 candidats sont sur la grille de départ du premier tour. 10 candidats sont avec nous ce soir et ils vont débattre autour de 3 thématiques, Joël. Et oui, Roland, des thématiques classées comme les plus préoccupantes par les Suisses. Et actualité oblige, nous reviendrons sur la thématique du climat. Et ce soir, nous vous proposons de l'aborder sous l'angle des transports. Nous aborderons également l'AVS, une grande source d'inquiétude pour les citoyennes et les citoyens du pays. Et puis nous évoquerons l'innovation. La Suisse se gausse d'être l'un des pays les plus novateurs au monde. Mais qu'en est-il réellement? Nous leur poserons la question. Et justement, en parlant d'innovation, durant cette soirée, vous pourrez réagir via les réseaux sociaux. Fred Vallès, c'est vous que l'on retrouvera régulièrement durant ce débat. Alors régulièrement, j'espère, ce sera aux internautes de faire en sorte d'être là nombreux. Bonsoir à tous. Donc c'est sur Facebook Live que ça se passe. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur la page Facebook de la télé. Vous aurez donc le Facebook Live avec une petite vidéo de ce que vous voyez peut-être aussi sur votre téléviseur. Il suffit en commentaire de réagir, poser vos questions, vos coups de gueule, vos réactions. Et moi, je récolte tout ça. Je suis enfermé à double tour dans la rédaction pour être tranquille. Et je vais récolter tout ça. Soyez, si possible, nombreux et courtois. Et puis, grâce à ça, peut-être que le débat sera encore plus enrichissant. Merci beaucoup, Fred. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques questions directes avec nos premiers invités. Tout d'abord, Adamara, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 46 ans, vous êtes socialiste, conseillère nationale depuis 2007. Vous avez la lourde tâche de garder le siège socialiste de Géraldine Savary. Vous êtes la grande favorite de la gauche. En fait, vous devez surtout faire attention à ne pas faire de gaffe, parce qu'on a le sentiment que le siège vous est grand ouvert. Je pense pas. Je pense qu'une élection reste une élection. Nous proposons un ticket vert et socialiste. Nous pensons que nous pouvons représenter la société qui est descendue dans la rue, l'égalité des femmes, le climat, etc. Je m'inscris dans une ligne socialiste. Comme Géraldine Savary, nous avons porté des messages et je continuerai à le faire si les électeurs me donnent cette confiance. Olivier Français, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 64 ans, vous êtes actuellement... 63. Mais dans une semaine... J'ai pas lu bien la fin de ma phrase, excusez-moi. Olivier Français, vous avez 64 ans dans quelques jours. Vous êtes actuellement en poste aux États et vous êtes bien décidé à y rester. Mais entre les vagues vertes attendues par les médias, comme vous le dites, et le double ticket féminin, vous devenez presque challenger pour votre propre poste. On peut dire ça? De toute façon, on est toujours challenger. Comme l'a dit très justement Ada, si on était sûr de gagner, on le saurait. Adèle Torrance, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes membre des Verts, conseillère nationale depuis 2007, comme d'ailleurs votre collègue Adamara. Luc Recordon avait manqué sa réélection pour 3000 voix il y a 4 ans. Vous avez quasiment l'avenir de votre parti sur vos épaules? Non, je ne crois pas. C'est d'ailleurs pas un combat entre personnes, entre politiciens. C'est une décision qui appartient au peuple. C'est au peuple de choisir de quelle manière il souhaite être représenté. Adamara et moi-même, nous faisons une proposition. Le peuple décide et la décision du peuple est toujours légitime. Michael Buffa, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 40 ans dans quelques jours. Vous êtes également balance comme monsieur Français. Mais alors vous, votre objectif, c'est carrément de faire pencher la balance du Parlement du côté de la droite. Effectivement, notre but à l'UDC, c'est de pouvoir remporter voire les 2 sièges au Conseil des États, puis rester le plus grand groupe, parce qu'aujourd'hui, on est bien forcé de l'admettre que nous sommes le seul parti de la droite souverainiste, qui se bat pour ce qui fait le succès de la Suisse, c'est-à-dire la démocratie directe, et qui se battent pour l'indépendance du pays face à l'Union européenne. François Bachmann, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 51 ans, vous êtes président du Parti évangélique suisse, votre parti qui ressemble d'ailleurs beaucoup au PDC, mais avec cette petite touche évangélique. La référence à Dieu, c'est un message qui passait bien il y a une centaine d'années, un peu moins aujourd'hui. Votre parti est un parti du passé? C'est pas un parti de référence à Dieu, c'est un parti avec des valeurs qui sont bien ancrées, qui ont 2000 ans et qui portent toujours. Donc c'est là qu'on
base notre discours, qui sera certainement contradictoire avec certaines des choses qu'on vient d'entendre. Isabelle Chevalet, j'ai regardé votre date de naissance aussi. Vous êtes née un 13 avril. Vous avez 47 ans. Vous n'êtes pas née un vendredi 13. Vous êtes pour l'heure la seule élue vert libérale vaudoise au Parlement. Est-ce que votre éventuelle réélection serait un coup de chance? Non, c'est du travail. Ça fait 8 ans que je travaille à Berne. Je ne démérite pas. On trouve tout sur mon site internet. Je pense que j'ai un bilan à défendre. Et je vais continuer de le faire les 4 prochaines années, je l'espère. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. On va aborder maintenant le débat avec la première thématique, transport et climat. Le climat d'ailleurs, on en parle beaucoup, vous le savez, et même du côté de Berne. Regardez, ça s'est passé jeudi dernier au Parlement fédéral. Situation insolite ce matin dans la salle du Conseil national à Berne. Alors que la conseillère fédérale Viola Amherd s'exprimait au sujet de l'ancien dépôt de munitions de Mitholtz, des manifestants pour le climat ont brandi une banderole et chanté depuis la tribune la chanson pro-climat Sing for the Climate. À noter que la prochaine grève du climat aura lieu à Lausanne vendredi 27 septembre prochain dès 10h. Alors on parle des jeunes, évidemment, je me tourne vers le moins jeune, Olivier Français, des jeunes qui investissent le Parlement, 200 personnes sur le pont Bessières à Lausanne, des milliers de jeunes dans la rue. Comment vous réagissez face à cette mobilisation? Je l'entends en tout cas, je veux dire, c'est un cri de la société à l'égard du monde politique et qui attend des réactions de notre part. Faire croire qu'il n'y a pas déjà eu de réaction, en particulier au niveau suisse, et oublier les différents travaux qui ont été faits, entre autres par Doris Leuthard. Je rappelle quand même que le 21 mai 2017, il y a eu 58% des Suisses qui ont suivi cette sortie du nucléaire, plus de 70% dans le canton de Vaud. D'ailleurs, c'est pas nouveau dans le canton de Vaud, cette attention par rapport au climat. Si on remonte encore en arrière par rapport au nucléaire, c'est rappeler le stockage du nucléaire qui était prévu à Hollon, qui a été refusé. C'est aussi le refus aussi de la première LME. Donc je pense que les représentants du canton de Vaud au Conseil des États et au Conseil national sont aussi sensibles de ce qu'ont pensé les Vaudois qu'aujourd'hui. Et puis pour ma part, à titre plus personnel, mon métier m'a amené en tout cas à suivre l'évolution climatique. Et si je vous prends différents événements importants qu'il y a eu dans le changement du climat qu'on a subi, en particulier en 1995, si vous regardez mes quelques déclarations sur ce point-là, dans lequel les pluies torrentielles seront de plus en plus nombreuses et dans lequel le permafrost, le gel de la montagne, on va l'appeler pour prendre un terme plus technique, a été annoncé par notre profession et dans lequel il y a une attention particulière qu'on a sur ça. Donc les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est d'aller plus vite. Il est passé pour vous? Pardon ? Le message est jeune, il est passé. Non, alors il existe dans le concret pour moi des différentes actions que j'ai pu mener. Je ne vais pas faire la liste de ce que j'ai pu faire, mais ce qui est demandé par les jeunes aujourd'hui, c'est qu'on accélère le processus et qu'on ait des mesures concrètes. Ce qu'ils attendent, c'est que les politiciens arrêtent de dire on n'est pas content, il faut apporter des solutions. La semaine passée, pas plus tard que lundi passé, Madame Sommaruga a contredit une de mes propositions concrètes, a été acceptée par le Parlement, en tout cas par ma Chambre, 36 voix sur 37 présents. Donc on voit bien que toute parti politique est de droite, puisque le Conseil d'État est essentiellement de droite, a accepté ce type de propositions concrètes. C'est ce qu'attendent les jeunes. Je tourne peut-être votre Ardamara. On réagit comment quand on voit ces jeunes qui débarquent en plein homme? Écoutez, ce n'est pas la première fois. Je sais qu'il y a eu beaucoup de frémissements suite à cette action. Je rappellerai qu'il y a eu d'autres jeunes qui ont envahi ou occupé les tribunes. Il y a eu l'UDC qui a fait une manifestation même au sein du Parlement même avec des panneaux, etc. Donc je vois qu'on voit... Voilà, la situation, elle vous fait sourire, elle vous fait... c'est pas sourire ou pas sourire. Je crois que nous sommes dans un instant historique où il y a une jeunesse, et pas seulement, puisque je vous rappelle qu'il y a le mouvement des aînés pour le climat, etc., où ils nous disent, voilà, il y a un problème, effectivement, on le sait, il y en a qui le savent plus que d'autres depuis un moment. Moi, je rappelle que le Parti socialiste, ça fait 40 ans qu'il a demandé qu'on sorte du nucléaire par voie constitutionnelle, par exemple. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas suffisantes. Ils nous le disent. Nous avons au Parti socialiste, on en parlera tout à l'heure, un plan Marshall pour le faire, parce qu'on espère que tout le monde aura saisi l'importance de l'enjeu. Michael Buffon, on sent qu'il y a quand même une sorte de malaise. Le message ne passe pas entre les jeunes et le Parlement, et vous, les parlementaires. Alors en ce qui me concerne, moi à l'UDC, on a un parti qui s'engage depuis longtemps pour l'environnement. Vous savez tous qu'on a une base paysanne et nos membres, nos agriculteurs s'engagent également pour la nature, pour la préserver.
Mon parti, par exemple, s'oppose au bétonnage du territoire. On s'oppose aussi à la surpopulation de notre pays, également à la surexploitation de nos infrastructures. Après, moi, je les comprends, les jeunes. Je comprends que beaucoup de gens soient inquiets de la problématique du climat. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'on fait la gauche après. C'est les mesures que la gauche veut nous mettre en place. Et puis ces mesures, on les connaît, on connaît leurs recettes. C'est toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts qui vont grever le porte-monnaie de la classe moyenne et pour finir, arriver à aucun résultat. Vous comprenez les jeunes, mais est-ce que vous pourriez aller manifester? Est-ce que vous pourriez faire la grève du climat, vous? Non, parce que moi, je suis pour une démocratie. Si on a des idées, on a des instances, que ce soit au niveau de la commune, du canton, de la confédération, pour pouvoir les défendre. On a la possibilité de notre pays de déposer des initiatives. On a la possibilité de faire des référendums contre les lois du Parlement. Et je pense qu'on doit rester dans ce cadre institutionnel. On ne vit pas dans une dictature où on a besoin d'aller envahir le Parlement pour crier. Non, on a la possibilité de s'exprimer et on pourra s'exprimer d'ailleurs le 20 octobre prochain. Est-ce que vous comprenez les réactions notamment d'élus qui réagissent très fortement à votre affiche qui a été publiée avec Greta Thunberg, cette jeune Suédoise, qui a été illustrée comme une menace, à côté d'autres menaces Ce qu'on a voulu dénoncer à travers cette affiche, c'est un peu l'hystérie climatique qu'on vit depuis une année, où comme une année, le problème devient la fin du monde et il faut tout de suite prendre des mesures immédiates. Il y a un problème de climat. Je reconnais qu'il y a un problème de climat, un problème que le climat change trop rapidement. Il faut prendre des mesures. La Suisse, on n'a pas attendu de prendre des mesures. Je rappelle qu'on a diminué de 14% depuis 1990 nos émissions de CO2, mais il ne faut pas devenir dans une hystérique totalement où la Suisse, on va être les premiers de classe pour résoudre tous les problèmes de climat et en finalité, on va péjorer notre économie et taxer encore plus notre classe moyenne. Adèle Torrance, aussi votre avis. Vous êtes le parti, en fait, que tout le monde attend. On attend une vague verte. Je ne sais pas si ça sera une grande vague, mais en tout cas, on attend une poussée des Verts lors de cette prochaine élection. On vous attend clairement sur ce terrain. Oui, c'est clair, parce que les Verts sont nés pour protéger l'environnement. C'est un parti qui a été créé par des gens qui ne trouvaient pas dans les autres partis cette volonté claire de s'engager pour l'environnement. Et c'est clair que ça fait 30 ans qu'on se bat pour le climat, pour la biodiversité. Mais quand à droite, on dit oui, mais on fait des choses, on fait déjà beaucoup de choses. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous regardez le rating des ONG environnementales sur les votes au Parlement sur l'environnement, donc il y a un ensemble de votes très importants pour l'environnement qui ont été analysés par les ONG environnementales. Et on voit qui vote pour l'environnement ou pas. On voit que par exemple, l'UDC, c'est 9 fois sur 10 contre l'environnement. Le PLR, c'est aussi très mauvais. J'admets cependant que Olivier Français est sur le dessus du panier en la matière, mais ça reste dans la majorité des cas, même pour les meilleurs PLR, dans la majorité des cas des votes contre l'environnement. Et tout devant, vous avez les partis écologistes, les Verts, le PS, les Verts libéraux. Et c'est ces partis-là, oui c'est vrai, c'est juste votre représentante vote aussi beaucoup pour l'environnement. Et c'est ces partis-là qui malheureusement jusqu'à maintenant n'ont pas de majorité au Parlement, qui sont les moteurs de la transition écologique. On a fait, Olivier Français l'a dit, on a obtenu des bons résultats avec le nucléaire, mais pour le climat, tout est encore à faire. Si on a obtenu ces bons résultats pour la sortie du nucléaire, c'est parce qu'on était pendant une législature où il n'y avait pas cette majorité de droite dure qui fait maintenant la loi au Parlement. Et c'est clair que pour les Verts, il faut une poussée verte, mais il faut aussi un changement de majorité pour qu'on puisse enfin répondre à l'inquiétude légitime des jeunes. Alors, la Fred Vallet qui va intervenir dans un petit instant. Je vous vois ronger votre frein, sourire un peu jaune. Madame Chevalet, évidemment, je pense que ça vous fait réagir, ces témoignages. Bon, quand on parle d'hystérie climatique, l'hystérie, elle interviendra si on ne fait rien. Parce que si on ne fait rien, j'ai envie de dire, le ciel va nous tomber sur la tête. Donc on approche la fin du monde, selon vous? Et là, de l'humanité, c'est certain, le monde, sûrement pas, parce qu'il a vécu sans nous très longtemps et il vivra sans nous très longtemps aussi. Mais la fin de l'humanité, peut-être bien que c'est les premiers prémices. Et surtout, ce qu'il faut comprendre... Est-ce que vous n'êtes pas un peu alarmiste? Est-ce que vous Mais êtes pas en train non. de peindre le diable sur la muraille? Mais vous vous rendez compte, nos enfants, quand ils verront les catastrophes arriver, ils nous diront, mais vous, là, vous avez fait quoi? Et on dira quoi? Qu'on faisait ceux qui ne savaient pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et faire quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire dynamiser notre économie. Ça ne péjore pas notre économie, ça la dynamise. Parce qu'aujourd'hui, si on veut isoler un bâtiment, ce qui est du bon sens, on ne peut pas prendre le bâtiment, l'amener en Chine, faire les travaux et le ramener. C'est forcément de l'emploi qui est créé ici. Donc, et puis quand on voit qu'on dépense 10 milliards par année pour acheter du pétrole, ce pétrole qu'on achète à des pays qui font une promotion d'une religion toute relative pour certains, moi je pense que cet argent, on peut le laisser chez nous et puis faire la promotion de nos propres énergies. Et ça, pour moi, c'est une vraie dynamique. Il n'y a pas de catastrophisme là-dedans. C'est une chance pour notre pays, pour notre société et pour notre économie.
François Werkman, on ne vous a encore pas entendu sur ce thème. C'est un thème qui forcément doit vous toucher, les jeunes dans la rue qui manifestent pour le futur, pour l'avenir de la planète. Évidemment, ça nous touche tous. Mais ce qui se passe ici, c'est tout à fait symptomatique pour le discours qu'il y a. Les uns, ils disent, on fait déjà, ça doit suffire, ça va faire du mal à l'économie. Les autres, ils disent, mais non, c'est toujours vous qui bloquez. Je pense que les jeunes, ils attendent, ils ont une perception de la politique qui est exactement celle-là, qui dit, vous êtes sur un podium, vous balancez des belles paroles, mais au fond, il n'y a rien qui change. Et je pense qu'il faut effectivement voir les choses en face, il faut commencer à agir. Ça va faire un peu mal, ça va pas faire de la décroissance, mais il faut bien commencer à penser au bien commun sur une plus longue échelle. Il y a des enfants dans le studio, il faut penser à eux quand on fait la politique. Il ne faut pas penser à nous. On va juste peut-être aller faire un tour du côté des réseaux sociaux. Vous savez que Fred Vallet récolte vos questions, vos interrogations. Fred, est-ce que ça réagit par rapport à ce mouvement des jeunes pour le climat ? Alors ça réagit un petit peu, et puis avec une question peut-être un peu philosophique. Nous avons Philippe sur Facebook qui adresse une question peut-être plus spécifiquement à la gauche, et en lien avec cette récente action qu'il y a eu au Parlement avec cette banderole et les jeunes. Que peut-on faire pour que les jeunes militants d'aujourd'hui ne deviennent pas des adultes résignés demain ? En gros, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette énergie demeure ? Monsieur Buffat, cette question pour vous. Mais... Très à gauche. Vous voyez bien sur cette question. Mais on n'est pas résigné. Mais par contre, la solution, c'est pas forcément aux politiques de dire ce qu'il doit faire. C'est à chacun aussi de se prendre en main. Moi, j'en appelle aussi à la responsabilité individuelle des gens, à son propre comportement, consommer localement, acheter chez nos agriculteurs locaux. Pardon ? Vous bottez en touche, là. Pourquoi ? Parce que la responsabilité individuelle, tout le monde l'a. Mais nous, notre responsabilité de politicien, elle est un peu plus haute. C'est pas tout d'aller manifester puis après aller manger chez McDonald's avec son dernier iPhone. Il y a de la responsabilité individuelle à chacun à se remettre en question, à chacun de décider son mode de consommation. Quand on va à la Migros, est-ce qu'en plein hiver, on achète des fraises importées d'Espagne ou alors plutôt on essaye d'avoir des produits locaux? Et ça, c'est à chacun de se prendre en main sans que l'État soit là pour dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, on va te taxer si tu te comportes mal. On va rentrer dans le vif du sujet encore avec, de façon un peu plus détaillée. Il existe un projet qu'on va qualifier, sans le dénigrer, d'optimiste. C'est la fin des émissions fossiles d'ici 2050. Et grâce à Smart Vote et vos réponses sur le questionnaire de cette plateforme en ligne que les gens peuvent remplir donc pour savoir à quel candidat ils sont apparentés, on va regarder ce que vous en pensez. La question est donc, une initiative demande que la Suisse cesse d'utiliser les énergies fossiles à partir de 2050. On voit les résultats ici, il y a une majorité de oui. Olivier Français, par exemple, François Bachmann, Franziska Meinherz, aussi pour les candidats qui ne sont pas présents sur le plateau, Yvan Lucarini. Plutôt oui, on a M. Claude Béglé. Plutôt non et non, on a l'UDC et Michael Buffat. Est-ce que vous êtes donc contre la lutte contre le réchauffement climatique ? Non, je l'ai déjà dit, on soutient des efforts de bon sens, mais il ne faut pas tomber dans l'hystérie. On soutient, elle parlait avant de l'assainissement des bâtiments, c'est toutes des mesures que je soutiens également, mais on doit arrêter cette hystérie sur le climat. Il faut garder raison, ça ne sert à rien de vouloir se fixer des objectifs pour se donner bonne conscience et de se fixer des objectifs qu'on n'atteindra pas. Adamara, on est dans l'hystérie, ça ne sert à rien de se fixer des objectifs qu'on n'atteindra pas. Évidemment qu'il faut se mettre des objectifs. La ville de Lausanne, elle propose même 2030. Il y a toute une discussion 2030-2050. J'aimerais juste replacer toute la discussion qu'on aura ce soir sur toutes les thématiques dans un contexte financier suisse. En Suisse, il y a eu 36 milliards d'excédents de recettes faites en 15 ans. Tout cet argent est allé à la dette, pour rembourser la dette. Aujourd'hui, on a des problèmes d'investissement en Suisse. Je le dis parce qu'il faut investir pour que les émissions de CO2, je rappelle qu'en Suisse, 70% de l'énergie consommée vient des énergies fossiles. Ça, on doit le changer. Il y a 2 postes essentiels, les transports et les bâtiments. Et pour cela, nous proposons des investissements. L'argent, il existe en Suisse et il est temps d'utiliser cet argent pour les gens, pour le climat et pas seulement pour rembourser la dette. Olivier Français, on a de l'argent. Non mais c'est intéressant la réponse qui vient de donner. Il faut améliorer le transport, il faut améliorer les bâtiments. Ok, pas de problème, tout ça, ça a déjà été voté à Berne. Je rappelle juste que pour faire rouler un train, il faut de l'énergie électrique. D'accord. Puis pour un peu chauffer les bâtiments, parce qu'on met de plus en plus des pompes à chaleur, il faut aussi l'électricité. Et c'est en cela que la motion que j'ai fait passer la semaine passée à Berne, combattue, je ne rappelle pas le Conseil fédéral quand même, mais soutenue par mes pairs,
pas seulement à droite et au centre-droite, d'accord, c'est une mesure concrète. Et à la question que vous avez posée précédemment, c'est ce qu'attendent les jeunes, c'est des mesures concrètes. C'est pas dire je vais dans le transport, je vais là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors le concret, il y a un un excellent rapport qui a été fait par l'Office fédéral de l'environnement qui dit que on a 110% de réserves sur nos territoires pour fabriquer de l'énergie électrique par la photovoltaïque. Voilà. Ça, c'est concret. Si on s'occupe simplement du patrimoine de la Confédération, il faut 66 MW. 66 MW, c'est 170 terrains de flotte de cellules photovoltaïques. C'est 40 millions par année pendant 12 ans. Ça veut dire qu'en 2030, on a donné l'autonomie de l'énergie électrique pour les bâtiments. Vous dupliquez ça dans les cantons, vous dupliquez ça dans les communes et vous avez une solution concrète. Voilà. Après, il y a la volonté d'augmenter certains véhicules avec l'énergie électrique. Et là, ça pose problème en termes de pollution. Et puis quand vous prenez le bilan carbone, il faut juste transporter les choses, il faut aussi gérer les déchets, etc. Il faut être très attentif. Et deuxième point qui est très important, justement dans la mesure, c'est les solutions technologiques qu'on a d'ailleurs soutenues par Madame Torrance, d'accord. Les solutions techniques qu'on a, qui vont se développer. On n'a encore pas la solution rationnelle au niveau économique, mais c'est capter le carbone et utiliser ce carbone pour faire de l'énergie. Ça, c'est des solutions qui permettront, en tout cas en 2030, d'atteindre le premier objectif et en 2050 le deuxième objectif. Et là, on aura une autonomie et je pense que c'est une réponse qui peut être concrète pour les jeunes parce qu'ils comprennent ce langage et c'est pas seulement je vais aller là ou je vais aller là, c'est vraiment cette énergie électrique dans laquelle il faut trouver des Adèle solutions. Torrance, l'énergie électrique, on a un problème dans le canton de Vaud, vous le savez, c'est au niveau des éoliennes. La grande difficulté qu'on a de mettre des éoliennes dans le canton, voilà une solution qui pourrait être... Vous soutenez, vous, la construction d'éoliennes? Alors, sur le principe, les Verts ont toujours dit qu'ils étaient favorables à la construction d'éoliennes. Mais le potentiel en Suisse est limité. Comme l'a dit M. Olivier Français, le solaire a un potentiel bien plus important et surtout pose beaucoup moins de problèmes d'intégration et d'acceptation sur place. Notre politique chez les Verts, c'est de dire s'il y a des projets éoliens qui sont bien acceptés par la population locale, il faut faire fonctionner la démocratie. Quand il y a des technologies problématiques qui sont mal acceptées, il faut faire fonctionner la démocratie. Vous savez la difficulté qu'on a actuellement dans le canton de Vaud pour ce genre de solution? Tout à fait. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut miser, on est dans une situation d'urgence climatique, il faut miser sur les technologies avec lesquelles on peut avancer vite, qui sont efficaces et qui sont bien acceptées. Le solaire présente toutes ces caractéristiques et c'est plus facile d'aller vite avec le solaire qu'avec les éoliennes. Les éoliennes qu'on peut construire rapidement, qui ne posent pas de problème, il faut les faire tout de suite. Sinon, il faut miser sur le solaire. J'aimerais encore dire une chose. Monsieur Français a dit à juste titre qu'il faut encourager les énergies renouvelables. Le problème que nous avons, et c'est dû à la majorité de droite, c'est que les mesures pour encourager les énergies renouvelables en Suisse, elles sont limitées dans le temps. On a limité la stratégie énergétique dans le temps. Au début, pendant la prochaine décennie, ces mesures vont s'arrêter et c'est impératif que le prochain Parlement puisse décider d'une prolongation de ces mesures. Si on n'encourage pas ces énergies, on n'en aura pas à disposition assez vite. Et encore une fois, c'est la crise climatique, on doit vraiment aller vite. Je m'adresse sur l'éolien, si vous me permettez, parce que c'est quand même une chose qu'il faut dire. Il ne faut pas opposer les énergies, elles sont complémentaires. L'éolien, 2/3 de son énergie est produite durant l'hiver. Et aujourd'hui, les gens doivent savoir, on importe de l'énergie, de l'électricité de l'étranger, principalement très sale, pendant l'hiver. Donc il est important d'avoir aussi une énergie en hiver capable de suppléer cette énergie sale. Je m'adresse au non-parlementaire de la bande. Comment vous voyez ces discussions? Il y a eu notamment ce problème de la loi sur le CO2 qui n'a pas pu aboutir. Comment vous voyez tout ça depuis le canton de Vaud? Je regarde encore une fois avec la perception des jeunes là, qui disent ben voilà, vous êtes en train de faire les pompiers, vous êtes en train d'équiper des bâtiments, c'est très bien, vous êtes en train de mettre des éoliennes, c'est très bien, hein, tout ça. Mais on doit aller plus loin. En Suisse, on a des cerveaux. C'est la seule matière première qu'on a. On doit aider le monde. On ne doit pas juste s'occuper de notre CO2, mais on doit trouver des technologies. On doit inventer des choses. C'est pour ça qu'il faut investir. Il faut inventer des smart grids. Il faut inventer des manières de stocker l'énergie. Il faut inventer les technologies de demain. Et ça, on est équipé pour le faire en Suisse. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser ces sous qui sont là. Je suis d'accord. Il ne faut pas juste faire les pompiers. Il faut créer les conditions cadres pour que nos entreprises puissent inventer comment implanter toutes ces technologies, pour que nos entreprises puissent créer des places de travail pour demain, pour les jeunes qui sont aujourd'hui à l'école, qui se demandent, ce ne sera pas dans le mazout qu'ils auront leur métier. Hein. Alors toujours dans cette thématique climat et transport, il y a toujours ce conflit permanent entre les voitures et le transport en commun. Isabelle Chevalet, la voiture, des autoroutes à 6 voies, dans une population qui augmente, c'est la solution?
Non, ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, il faut donner la possibilité à l'automobiliste de pouvoir poser sa voiture. On voit que dès qu'on met des parkings d'échange à sortie d'autoroute, ces parkings sont tout de suite utilisés. Les gens sont prêts à poser leur voiture, laisser-les poser leur voiture sans forcément les traire au passage. Parce que si on parque suivant les parkings, on augmente les bonjour, capacités des autoroutes. On va bientôt inaugurer la section de l'A1 entre Cossonay et Lausanne. C'est aussi une solution qui permet de désengorger aussi les autoroutes? Aujourd'hui, on a un engorgement qui est typique avec des heures très spécifiques. Et si on arrive à étaler ces pics en faisant du télétravail, en faisant du covoiturage, en faisant un transfert modal de la voiture au transport public, eh bien, on n'aura pas besoin de plus bétonner. Il faut beaucoup mieux utiliser les infrastructures qu'on a déjà. On ne va pas construire des routes pour juste pouvoir fluidifier les pics de 7h à 8h le matin. C'est absurde et ça coûtera beaucoup trop cher. Olivier Français, aussi votre avis. Bon, vous êtes le spécialiste des transports en commun, le M1, le M2, peut-être bientôt le M3. Bien évidemment, il faut favoriser les transports, mais comment est-ce qu'on peut inciter les gens à finalement prendre les transports en commun, qui sont des fois peut-être un petit peu chers, qui ont peut-être des horaires qui ne sont pas toujours adaptés? Pour vous donner une certaine histoire de ma vie, j'ai peut-être travaillé dans le M1, mais je n'ai rien conçu dans le M1, je précise. Et puis dans le M2, certes, j'ai construit le M3 auquel je l'ai imaginé. Mais voilà, il faut juste relativiser. D'abord, tous ces projets, ils ne sont jamais faits qu'avec la droite ou qu'avec la gauche. Ils sont faits ensemble. Oui. Hein, je rappelle aussi. Mais justement, comment inciter les gens à prendre les transports en commun? Je finis avec le problème de société. Okay, la même chose que dans la dernière législature et à la fin de l'autre, par l'action de Doris Leuthard, elle a transféré des moyens considérables qui étaient prévus dans son canton, plus d'1 milliard, qui se réalisent aujourd'hui entre Redon et Lausanne en particulier. Et ça, c'est très important. Ce qui veut dire que le politique, de droite et de gauche, j'insiste, parce que je ne peux pas accepter que c'est qu'un parti plus qu'un autre, a donné les moyens pour rattraper le retard, en particulier en Suisse romande, pour améliorer les transports publics. Deuxième opération très importante qui a été faite, c'est le financement durable de la route et du rail, avec des conditions cadres bien définies, avec des taxations aussi très clairement définies, qui donnent aujourd'hui les moyens. Alors, le problème, c'est qu'on a du retard, on est aussi embêté dans le cadre de la procédure. Maintenant, en termes d'aménagement du territoire, il y a des gens qui vivent en lieu, mais ils ne travaillent pas au même endroit. Donc quand vous avez dans un habitat qui est dissipé, disséminé à travers le territoire, la voiture devient un outil social. Elle devient un outil social indispensable pour aller travailler, indispensable pour des raisons familiales, indispensable au niveau du loisir pour certains. Voilà. Donc ça, il faut prendre cette considération-là. Il y a des endroits, et c'était très clairement voulu par l'Assemblée fédérale, d'alléger les problèmes des gens qui sont en voiture, parce qu'il y a ce qu'on appelle des goulets d'étranglement, et puis de faire la politique, non, on ne va pas bouger, puis on laisse le système. Alors là, c'est clair, c'est plus les jeunes, c'est d'autres parties de la société. Je pense que jeunes comme les anciens, ils vont commencer à râler, parce qu'ils ne peuvent plus aller travailler. Ils ne peuvent plus aller travailler. Donc, il faut que les villes, et là, il y a la LAT qui a quand même apporté une solution, les villes continuent cette progression tout simplement de densification, et pas de tout geler, et puis de faire une politique cohérente, mais de résoudre les problèmes du quotidien, parce que les problèmes du quotidien sont là, et en particulier dans la notion des transports. Je me tourne vers Damara. Vous avez parlé de ce plan Marshall du Parti socialiste. Vous préférez quand même favoriser les transports en commun, et ça implique de donner de l'argent. Alors, il est évident qu'au Parti socialiste, nous préférons donner l'accès plutôt au transport collectif, puisque c'est celui qui pollue le moins par rapport aux voitures. Je partage l'avis qu'il y a des situations où la voiture ne peut pas être évitée. Donc là, nous voulons des voitures électriques avec justement des batteries qui aujourd'hui, au niveau technologique, peuvent être de moins en moins polluantes. Et comment est-ce que la Confédération peut aider? Ensuite, c'est ça la question. Ensuite, il faut aussi qu'il y a plusieurs choses qui doivent être faites. D'abord, que les prix des trains soient moins chers, parce que c'est aussi un frein parfois pour les gens de prendre le train. Donc il faut aussi subventionner, par exemple, les prix de ces transports collectifs. Et puis aussi, je crois qu'il faut être clair. Monsieur Français a parlé d'aménagement du territoire. Je pense qu'il faut aussi que l'économie, que les places de lieux de travail soient aussi, pas seulement à Lausanne. Vous avez parlé de densification, on est dans un paradoxe, parce qu'il y a une densification demandée dans la ville, mais certains ne la souhaitent pas. Et alors de ce côté-là, il faut dire qu'il nous faut plus amener le lieu de travail sur les lieux de vie. Par exemple, on peut aussi songer à cela. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce premier thème qui était donc qui était transport et climat. Voilà, excusez-moi, j'avais perdu le nom du thème.
Isabelle Chevalet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va faire une petite rotation, tout comme M. Bachmann. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va passer au deuxième thème de la soirée qui concerne l'AVS. AVS et santé, présentation des enjeux avec Fred Valère. Alors qu'on aimerait tous travailler moins pour gagner plus et partir à la retraite le plus tôt possible, histoire de cultiver ses radis et emmener ses petits-enfants à Disneyland, la réalité, on le sait, est un peu moins rose. Pour faire court, l'AVS aurait besoin de quelques 26 milliards de francs d'ici à 2030 pour garantir le niveau de ses prestations. Et spoiler, les futurs 2 milliards supplémentaires par année obtenus grâce au oui à la RFFA en mai dernier ne suffiront pas. Et alors qu'Alain Berset fait actuellement trembler les femmes et la gauche avec son énième réforme des retraites qui se cache derrière le nom de code AVS 21, fixant notamment la retraite des femmes à 65 ans, on dirait bien que c'est tout un système de solidarité helvétique qui se retrouve quasiment à bout de souffle. L'équation est pourtant simple, comment garantir une vie décente aux retraités comme le veut la Constitution sans faire bosser le Suisse jusqu'à 102 ans et sans défoncer totalement les caisses de l'État. Reste que les solutions de financement ne sont pas infinies, parmi elles la hausse de la TVA, la droite y est globalement favorable alors que la gauche verrait plus volontiers une hausse des cotisations ou encore un relèvement de la contribution de la Confédération. Ah, à propos, est-ce que vous saviez que le quart du financement de l'AVS par la Confédération provenait de la taxe sur le tabac? Quand la mort des uns remplit les poches des autres, ce serait pas ça, finalement, la vraie définition de la solidarité helvétique. On est presque en droit de se demander si un jour il ne faudra pas profiter de sa retraite dans la cafétéria du bureau avant de mourir discrètement derrière la photocopieuse. Et avant de se poser toutes ces questions, on va accueillir deux nouveaux candidats. Tout d'abord, Monsieur François Pointet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 50 ans, vous êtes président des Verts libéraux vaudois, député depuis 2017. Vous avez été 2 fois candidat au Conseil national. En 2015, vous étiez 9e de votre liste donc des Verts libéraux pour le national, bien loin d'une place bernoise. 10e lors de l'élection au Conseil d'État en 2017. Pourquoi est-ce que vous vous obstinez ? Il faut toujours résister et être persévérant. C'est pour ça que je suis encore là. En plus de ça, les choses ont changé. Le Parti vert libéral vaudois remonte son assise, a une très bonne position au Grand Conseil, donc nous évoluons. Francisca Meinherz, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, si mes calculs sont justes. 28. Décidément. Vous êtes doctorante en sociologie, mais vous êtes surtout militante. Vous étiez présent sur le pont Bessières vendredi durant l'action d'Extinction Rébellion. Est-ce que ce n'est pas justement là plutôt votre place dans les manifestations plutôt qu'au Conseil des États? Je pense justement que non. Quand j'entends parler, par exemple, à le cher monsieur là en face, je vois qu'il y a dans le Parlement un fort mépris envers les mobilisations sociales actuellement en cours. Je vois ça aussi dans le fait qu'une semaine après la grève féministe, le Conseil fédéral, Alain Berset, Conseil fédéral PS, sortent un projet pour augmenter l'âge de retraite des femmes. Donc je pense que nous, les jeunes, issus des 2 mouvements sociaux qui sont actuellement en cours en Suisse, la grève du climat, la grève féministe, nous avons une place dans ce Parlement. Nous avons une place dans cette politique. On démarre donc AVS et santé avec le financement du déficit de l'AVS. On commence fort. On va démarrer d'ailleurs en vous rappelant que depuis 2014, l'équilibre entre les recettes et les dépenses liées à l'AVS est à Paris jusqu'à atteindre plus d'1 milliard de francs en 2018. Adèle Torrance, la question est simple. Où trouver l'argent pour financer l'AVS dans le futur ? Je crois que, et je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, il faut en tous les cas pas chercher cet argent sur le dos des femmes et sur le dos de la population. On le sait, la retraite, c'est une question extrêmement délicate pour les femmes. Les femmes sont moins bien payées que les hommes, encore et toujours, et c'est aussi un des échecs du Parlement actuel de ne pas avoir pu corriger ce problème des salaires. Les femmes travaillent à plus petit pourcentage et c'est pas toujours choisi de leur part. Et enfin, les femmes s'occupent beaucoup plus que les hommes des enfants, mais aussi des personnes âgées. Elles sont souvent proches aidantes. Et dans ces circonstances-là, les femmes ont une retraite qui est beaucoup plus délicate, beaucoup plus précaire que les hommes. Et je pense, si je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et en ce sens-là, pour qu'à terme, il y ait un équilibrage entre les deux, également dans le domaine de la retraite, je pense que le moment n'est pas venu et qu'il faut d'abord s'attaquer à ces inégalités avant de faire porter le coût de l'AVS aux femmes qui sont déjà défavorisées. Madame Mara, avec un léger sacrifice des femmes, on pourrait gagner 10 milliards de francs. Évidemment que non, et absolument pas. Je rappelle que si nous relevions l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, ça voudrait dire que les femmes perdraient 10 milliards d'ici 2030.
Il faut savoir qu'il y a j'aimerais un petit peu développer le sujet. Il y a la droite qui s'est prononcée parce que ils ont demandé aux candidats qu'est-ce qu'ils en pensaient de l'âge de la retraite. 90% des candidats PLR sont pour augmenter l'âge de la retraite. 70% des candidats de l'UDC sont pour augmenter l'âge de la retraite. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose d'extrêmement important. Il faut développer l'argument. RFFA, la réforme des entreprises que nous avons soutenue, le Parti socialiste, a amené la chose suivante. Elle a amené 2 milliards de financement de l'AVS sans toucher aux prestations. Ça veut dire que nous n'avons ni augmenté l'âge de la retraite, ni augmenté la TVA. Maintenant, nous avons un bol d'air pour 8 ans, en gros, et puis il va falloir trouver du financement jusqu'à ce que l'idée du baby-boom soit résorbée au niveau de la caisse AVS. Donc, ce que nous proposons à ce moment-là, vous l'avez dit à l'introduction, il nous faut des financements qui soient en tout cas progressifs. Nous ne sommes pas pour l'augmentation de l'âge de la retraite, nous sommes soit pour un impôt normal, soit on peut envisager la BNS, parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup d'argent en Suisse, il y a des réserves de la BNS qui sont en centaines de milliards de francs, donc il nous faut pouvoir envisager aussi de prendre cet argent. On parlera de l'âge de la retraite tout à l'heure, parce que c'est une sorte de sous-thème en soi, je vous rassure. Avant de donner la parole à droite, juste on va aller faire un tour du côté des réseaux sociaux. Fred Vallet, ça réagit du niveau de l'AVS? Alors, ça réagit de manière assez globale et encore une fois en direction de la gauche et du Parti socialiste. Nous avons une question de Marc. Comment est-ce que le Parti socialiste dit porter un programme féministe alors que son conseiller fédéral, on l'a dit, Alain Berset, porte le projet d'augmentation de l'âge de la retraite des femmes et que l'égalité salariale n'est pas atteinte? Comment est-ce qu'on vit avec ça, en fait? Je pense que c'est ça la question. Réponse très courte d'Adamara. Simplement, je l'ai dit, chacun son rôle. Nous ne sommes pas pour l'augmentation de la retraite, de l'âge de la retraite des femmes. Nous sommes féministes parce que nous proposons un congé parental. Nous sommes féministes parce que nous luttons pour l'égalité des salaires entre hommes et femmes, ce que ne fait malheureusement pas le camp d'en face. Je pourrais donner tous les exemples. Vous m'avez demandé d'être courte, je le suis. Merci beaucoup. Michael Buffat, réagissez un petit peu à... Oui, réagissez. Parce qu'avec le PS, vous avez quand même voté oui à PV 2020, qui impliquait justement une augmentation de l'âge de la retraite. Alors donc je me demande quand même de se Madame Menzer, on parlera de l'âge de la retraite dans un petit instant, ne vous inquiétez pas. Michael Buffat, justement, oui, est-ce que ce sont les femmes qui doivent trinquer pour le reste du pays? Schématise, vous allez me dire. On est tous conscients du problème de l'AVS. Je constate que Mme Toros a parlé pendant 5 minutes sans évoquer aucune solution à proposer. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai 2 objectifs. 1, qu'on puisse garantir les rentes aux rentiers actuels. Et 2, que les jeunes, justement, que les jeunes, dans 20, 30, 40 ans, qui prendront leur retraite, on ait encore un système qui soit financé et qui tienne la route. Alors pour moi, il y a des problèmes structurels qu'on doit régler. Effectivement, je suis pour l'augmentation de la retraite pour tous à 65 ans, mais il y a aussi un tas de petites mesures qu'on doit mettre bout à bout. Madame Mara a parlé de RFFA, où c'était 2 milliards de plus dans la caisse, mesure que nous avons soutenue à l'UDC, mais il y a aussi d'autres mesures que nous proposons, par exemple, enlever 1 milliard à l'aide au développement, qui a énormément monté ces dernières années, pour le mettre aussi au fond de l'AVS, ce qui nous permet encore de rallonger quelques années pour ça. Diminuer aussi l'argent qu'on donne pour l'asile. L'asile, ça a doublé depuis que je suis au Parlement, les dépenses. Là aussi, environ 500 millions qu'on pourrait réaffecter à l'AVS, parce que je crois aujourd'hui que l'argent de nos contribuables doit revenir en priorité à ceux qui ont participé à la prospérité de notre pays. Alors, vous avez été mise en cause, du coup, répondez. Alors, je crois que ma colistière a donné quelques exemples que les Verts soutiennent également. Je pense qu'il y a des nouvelles sources de financement qui peuvent être développées. Mais quand on vous parle d'immigration, par exemple, quand on vous donne ces thèmes. Ça, non, certainement. Je pense que, alors, effectivement, ce ne sont pas... Enfin, je croyais qu'il fallait que je parle de ce que je voulais, pas de ce que je voulais pas. Mais alors, je rebondis volontiers sur ce que je ne veux pas, si vous me le demandez explicitement. Effectivement, je pense que c'est des domaines, les domaines que M. Buffat a cités, c'est des domaines où on a besoin de moyens, où on en fait même plutôt moins que ce qu'on devrait faire. J'aimerais parler notamment de l'aide au développement, où c'est aussi dans notre intérêt, parce que la Suisse a un rôle à jouer en matière internationale. La Suisse a une tradition humaniste qu'elle doit maintenir, et je pense que c'est certainement pas dans ces domaines-là, qui sont déjà des domaines délicats où on manque parfois d'argent, qu'il faut couper. Il faut chercher des nouvelles sources de financement. Ada Mara l'a dit très bien, on a de l'argent qu'on investit dans la dette, on a de l'argent à la BNS, et cet argent-là, il pourrait tout à fait être mis au service des personnes âgées dans notre pays. On va y aller sur l'âge de la retraite. Vous avez l'air impatient par rapport à ça. Et je vous redonne la parole tout de suite, Madame Meinherz. On va pouvoir développer
par rapport à ça, on a encore le temps. On a un tableau avec les opinions des candidats, toujours proposé par Smart Vote, sur cet âge de la retraite. Et vous allez voir que là, c'est plutôt partagé. Du côté du oui franc et net, on a donc le PDC Claude Béglé. Monsieur Pointet, vous pourriez réagir par rapport à ça. Après, aussi plutôt oui. Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire. Olivier Français, Jacques Nicolet et Isabelle Chevalet. Et du côté du plutôt non, on a monsieur Bachmann, Adèle Torrance et Michael Buffa, qui est en l'occurrence d'accord avec vous. Et du côté du non franc, on a sans surprise le Parti socialiste et la gauche de la gauche, dont Madame Meinherth, vous vouliez dire quelque chose par rapport à l'âge de la retraite. Et avec cette question, est-ce que vous n'avez pas peur que les prestations finissent par baisser? Écoutez, le problème n'est pas du côté de l'AVS déjà. Si on regarde où se posent les problèmes au niveau des retraites, c'est clairement au niveau du deuxième pilier. Par exemple, 42% des femmes n'ont même pas de deuxième pilier à cause de temps partiel mal payé. Donc, si on veut un système de retraite qui garantisse un niveau de retraite digne à tout le monde, et notamment aux femmes, il faut un système solidaire renforcé. Donc, renforcer l'AVS, c'est pourquoi, avec Ensemble à gauche, nous proposons d'intégrer le deuxième pilier à l'AVS pour qu'une rente minimale de 4 000 francs puisse être garantie à tout le monde. Donc, augmenter l'âge de la retraite des femmes maintenant, ça permet de peut-être repousser à une baisse des prestations de quelques années, mais pas de beaucoup d'années. On a vu ça. Alain Berset, qui était fort porteur du projet RFFA, était dans la même année d'acceptation de ce vote déjà pour augmenter cet âge de retraite. Donc on voit que ce n'est pas là la solution. La solution, c'est vraiment de renforcer le système solidaire, donc l'AVS, et de miser sur ça. En plus, ça permet vraiment un système solidaire dans le sens que ça redistribue à la richesse. Le deuxième pilier, il dépasse le PIB de la Suisse de beaucoup. Et puis, il ne faut pas prétendre que ce n'est pas possible de garantir des rentes viables à tout le monde avec autant d'argent. François Pointet, vous êtes clairement favorable à l'augmentation de l'âge de la retraite. Les arguments, justement, en ce qui concerne finalement, est-ce que tout le monde doit être augmenté au niveau de l'âge de la retraite? Alors, peut-être qu'il faut lire les commentaires que je rajoute quand je réponds au questionnaire. Vous avez marqué oui, pas plutôt oui, hein, je vous rassure. Oui, tout à fait, mais il faut lire aussi les commentaires. Mais avant de venir sur l'âge de la retraite, puisque je n'ai pas eu la parole sur le financement, il faut peut-être dire une chose. Quel que soit le financement qu'on trouve, ce sont essentiellement les actifs qui vont payer ça. Si on fait un peu alors, pas trop long, parce qu'on est vraiment sur l'âge de la retraite, M. Pointet. Oui, mais comme je n'ai pas eu la parole avant, j'en profite. Oui. Donc, en 1948, au départ, il y avait 6,4 actifs par retraité. En 2015, on était à 3,4. La prévision pour 2055, c'est 1,9. Comment voulez-vous que 2 actifs financent un retraité? Donc, on a des problèmes structurels qu'il faut régler. Maintenant, je viens sur l'âge de la retraite. Merci beaucoup. Avant qu'on me reprenne la parole. Si vous lisez bien ce qui est écrit dans la réponse à mon questionnaire, c'est qu'il faut peut-être arrêter de parler d'âge de la retraite, mais qu'il faut plutôt regarder le nombre d'années de cotisation. Avec un système comme ça, qui est un changement structurel, on arrive à équilibrer entre pénibilité du travail et des travaux qui sont moins pénibles pour des personnes qui ont fait des études et qui peuvent financer plus longtemps la retraite et travailler plus longtemps. D'accord, donc pas tout le monde, l'âge de la retraite au même âge. Monsieur Français, on est flexible aussi au PLR? Vous avez dit pourquoi plutôt oui, je vais peut-être vous répondre. Plutôt oui. D'abord, ce que demande le PLR, c'est de la flexibilité. Là, on s'arrête simplement à 67 ans. Rien ne m'empêcherait en tout cas de penser qu'une partie du monde du travail doit pouvoir arrêter à 62 ans. C'est important. Dans plein de professions, je viens du métier du bâtiment, dans lequel la pénibilité du travail est reconnue par tout le monde et dans lequel il faut donner une cotisation spécifique dans ce corps de business. Donc je pense que dans chaque corps de business, il faut prendre en compte les cotisations et la durée du temps de travail et à quel moment on a la possibilité d'arrêter et de se donner la possibilité. Oui, j'ai envie d'arrêter à 62 ans, mais j'ai aussi la possibilité de continuer à travailler à 67 ans. Ça, c'est important, cette notion de flexibilité, dont vous avez mon plutôt oui. Après, l'homme et la femme, elles s'organisent. Et entre autres, les jeunes générations, elles s'organisent autrement que ma génération. Elles s'organisent autrement que ma génération. Donc de stigmatiser telle génération par rapport à une autre génération, je ne peux pas l'entendre. On voit d'ailleurs de plus en plus de jeunes hommes, voire de jeunes femmes, de demander à travailler à 60 à 80% et de faire le partage du monde du travail, entre autres de la famille. Et ça, il faut le prendre en compte. La remarque que vous faites sur le deuxième pilier, on est franchement contre le PLR. On considère que l'AVS en soi
doit trouver son financement. On le dénonce depuis un paquet d'années, hein, parce que le scénario qu'on a maintenant, c'est pas aujourd'hui qu'on en parle, bien au contraire. Par contre, dans le milieu politique, on n'a pas trouvé la solution. Vous dites qu'on a 8 ans pour trouver la solution. J'espère. Prenons note. Dans 8 ans, on aura la solution du financement durable de l'AVS. J'attends. Et le deuxième pilier, alors il y a sans aucun doute des mesures structurelles à apporter. Je rappelle que moi, quand j'ai commencé à cotiser au deuxième pilier, dans les années 80, si je changeais d'emploi, j'ai perdu toute ma part patronale. Maintenant, c'est des mesures correctives qui ont été apportées. Mais ma génération, elle a beaucoup perdu dans le cadre du deuxième pilier, parce que ce mouvement du travail n'existait pas ou était très très marginal en son temps. Et ça, il faut faire très attention. Et des mesures qui doivent être apportées à terme, c'est l'usage du deuxième pilier quand on arrive à la retraite. Parce que celui qui gère mal son bien, la conséquence, c'est qu'après, on le retrouve à l'aide sociale. Et ça, il faudra qu'on trouve une solution ensemble. Et je finis par ça, parce que c'est bien gentil. Oui, mais attendez, comme je n'ai pas pris la parole au départ, je complète. C'est la notion du gâteau de l'impôt, comment il est redistribué. Il n'est pas extensible. Il n'est pas extensible. Et ça, je rends juste attentif. Et ça a été justement dit justement, si on prend là, on le prend ailleurs. Et on crée d'autres mouvements. Adamara, votre réaction par rapport à tout ça? Il y a juste quelques chiffres qu'on peut sortir quand même. C'est qu'en 1998, l'espérance de vie, c'était 76 ans. En 2018, on a 81 ans. Au niveau des femmes, c'était 82 ans en 98, 85 ans. Donc il y a quand même un phénomène qui fait que l'espérance de vie est de plus en plus longue. Oui, c'est peut-être bien justement parce qu'il y a un âge de retraite raisonnable. C'est parce qu'on a arrêté de travailler avant qu'on peut vivre un peu plus longtemps et en meilleure santé, si je peux me permettre. Maintenant, j'aimerais juste soulever une sorte d'ambiguïté dans la discussion qui est la suivante. Comment peut-on vouloir augmenter l'âge de la retraite des gens alors qu'il y a des travailleurs, des salariés qui ont plus de 50 ans et qui ne trouvent pas de travail, qui sont soit mis au chômage et qui ne retrouvent pas de travail? Au lieu d'essayer de se dire, nous allons faire un plan, et nous en avons au Parti Socialiste, notamment en créant un fonds de formation continue pour les gens qui sont dans le marché du travail, en disant on va les former pour qu'ils ne soient pas hors du marché du travail, on est en train de dire, il y a des jeunes qui sont hors du marché du travail, on est en train de dire les vieux, entre guillemets, vont travailler plus longtemps. Moi, ça, c'est une chose qui me gêne. La deuxième chose pour répondre à cette question fondamentale de l'AVS, c'est qu'effectivement, PV 2020 mixait deux choses. L'AVS, le premier pilier, et le deuxième pilier. Et c'était dans cette mesure-là, je réponds à Madame Meinherz, le Parti Socialiste a lutté contre l'augmentation de l'âge de la retraite de la femme pendant tous les travaux. À la fin, il s'agit d'un compromis qui touchait effectivement aussi le deuxième pilier. Et les solutions trouvées dans le PV 2020 sur le deuxième pilier amélioraient la situation justement des femmes à petit pourcentage de travail. Il fallait aussi penser à elles. Donc les compromis ne satisfont jamais personne complètement. Donc je le répète, le PS est contre l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans. Madame Meinherz, votre avis par rapport à ce que vient de dire Adamara? Finalement, on est dans un pays de compromis, donc ça fait partie du jeu en Suisse. On doit faire des compromis. Là, ils agissaient clairement d'un mauvais compromis, parce que faire un compromis sur le dos des femmes, on a vu, ça a donné lieu à la grève féministe, ça a donné lieu à un des mouvements sociaux les plus grands qu'on a vus en Suisse ces dernières années, depuis la grève générale en gros. Donc, je veux dire, appeler ça un compromis acceptable, c'est chercher loin. Michael Buffa, oui. Michael Buffa, moi j'aurais une solution pour augmenter le nombre de contributeurs. Ce serait de faire venir, c'est déjà le cas, de faire venir des migrants tout simplement. Ils empêchent le vieillissement de la population, ils rajoutent des contributeurs pour l'AVS. Pourquoi pas leur ouvrir la porte? C'est juste reporter le problème. Déjà, Mme Mara parlait du chômage. Alors que généralement les migrants qui viennent en bonne partie chez nous sont dans des places où il y a des personnes au chômage et poussent des autres gens au chômage, donc ça ne résout pas le problème des institutions sociales, d'autant plus qu'après ces personnes-là nécessiteront de toucher des rentes AVS. Mais je voulais quand même rebondir sur ce qu'a dit Mme Mara. Elle a rassuré que le travail c'était pas quelque chose de nocif pour la santé déjà. Et ensuite, effectivement, on a du chômage. Ça dépend pour qui, Monsieur Buffa. D'accord. Justement, on aimerait améliorer la situation de tout le monde. Ce que je voulais lui dire, donc, elle redit encore une fois que le travail avant, c'était pas très bon pour la santé. Je lui redis que c'était pas nocif pour la santé, mais c'est pas grave. Elle parlait du chômage, mais c'est facile de parler maintenant du chômage des personnes âgées, des jeunes, etc., alors qu'on a ouvert nos frontières à des milliards de travailleurs qui peuvent venir de l'Union européenne. Et des millions, potentiellement
un grand nombre de travailleurs peuvent venir d'un autre pays pour prendre le travail des gens sur place. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on a 8 millions ou 9 millions en Suisse, hein, donc 10 milliards, c'est un peu beaucoup. Merci beaucoup. Au niveau du coût de la santé, il y a aussi la problématique des coûts de la santé, notamment chez les seniors. En vieillissant, on vit souvent avec une ou deux maladies non transmissibles. Franziska Meinertz, comment est-ce qu'on va payer les prestations pour les seniors? Nous proposons avec Ensemble à gauche une caisse maladie publique unique avec des primes solidaires. Donc, en fait, avec contribution de l'employeur, donc en gros, prendre le même modèle de l'AVS et l'appliquer pour l'assurance maladie, en gros. Et puis, quand on regarde où sont, par exemple, les plus grandes dépenses en termes de remboursement des médicaments, c'est dans les traitements de cancer. Et puis, en même temps, on a pu voir que les entreprises pharma, par exemple, vendent les médicaments de cancer à 80 fois leur prix de fabrication, y compris le coût de recherche. Donc, il y a des énormes épargnes à faire, notamment chez les pharma et aussi notamment chez le système d'assurance actuel. Et donc, nous, on propose, avec Ensemble à gauche, un meilleur contrôle des entreprises qui fabriquent les médicaments et puis une assurance publique avec des primes solidaires. Et en plus, on veut aussi en finir avec un système de santé qui exclut en fait une grande partie des soins des assurances. Par exemple, aujourd'hui, quand on va chez le dentiste, la facture, elle fait presque plus mal que le dent qu'on a dû soigner. Donc, nous proposons que l'assurance maladie, elle couvre tous les soins, y compris les soins dentaires. François Pointer, on augmente justement les prestations pour les assurances maladie, par exemple en rajoutant les soins dentaires? Alors il faut faire attention entre l'équilibre prestations, coûts, etc. Votre remarque introductive est un peu étrange. On sait bien que les coûts sont importants pour les personnes âgées. Maintenant, leur porter le fardeau directement dessus, c'est peut-être un peu compliqué. Les coûts de la santé, ils s'attaquent par plusieurs aspects, par des aspects techniques, par des aspects de responsabilité individuelle et par des aspects aussi liés à la manière de traiter les personnes. Par exemple, deux exemples. Un problème technique qui sont les réserves. Alors, mutualisons les réserves. Ça fait un moment qu'on le discute. Pourquoi n'y allons pas? C'est indépendamment de la structure et du fait qu'il y ait une caisse unique ou pas. Ces réserves qui ne suivent pas le patient, on discutait de la LPP avant, c'est une catastrophe pour les coûts de la santé. Une autre chose qui est un peu plus humaniste, les directives anticipées. Si vous avez quelqu'un qui décide qu'on ne s'acharne pas lorsqu'il est atteint de maladies définitives ou de morbides, il faut que ça soit respecté, y compris par sa famille, y compris par le médecin. Alors, l'idée de la question par rapport aux seniors, c'était donc pour resserrer la problématique autour de la retraite, vous l'aurez compris, on ne leur fait pas porter le chapeau. Malheureusement, force est de constater qu'on va avoir une augmentation, et on a une augmentation croissante des cas de cancer, par exemple, qui sont des thérapies très coûteuses, Madame Torrance. Oui, tout à fait. Je pense qu'en tant que verte, peut-être un message que j'aimerais faire passer dans ce débat, c'est qu'il y a beaucoup de coûts de la santé qu'on pourrait probablement prévenir en mettant plus, en investissement plus dans la prévention, que ce soit au niveau de l'exposition à des substances indésirables. Il y a des substances cancérigènes, maintenant on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, il y a un grand débat autour des pesticides. On parle aussi de malbouffe, d'alimentation, du sucre, de l'alimentation industrielle et de ses méfaits sur la santé. On parle aussi de politique de la santé en termes de mobilité. On passe beaucoup de temps assis, bouger, des politiques qui encourageraient justement, un mode de vie plus sain. C'est le parent pauvre de notre politique de la santé, de notre médecine aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment le moment qu'on investisse là-dedans, pas seulement pour les personnes âgées, mais aussi tout simplement pour éviter des coûts de la santé qui sont extrêmement élevés. Je citerai un exemple dont on a beaucoup parlé au Parlement et où c'est justement très difficile de pouvoir prendre des mesures. C'est la lutte contre les dépendances et en particulier contre le tabac. C'est des milliards de francs qui sont dépensés chaque année dans le système de santé. C'est des milliards de souffrances aussi pour des personnes et leurs familles. Et tout ça, c'est des souffrances et des coûts qu'on pourrait éviter par des politiques de prévention efficaces qu'on n'arrive pas à mettre en place dans le Parlement dans son état actuel. Olivier Français, actuellement, on n'arrive pas à mettre un système de prévention, comme le dit Madame Torrance. Je conteste complètement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de prévention qui est mise en place
tant par les autorités On n'est fédérales. peut-être pas assez efficace en matière de prévention. Alors, peut-être. On n'entend pas assez les messages qui sont donnés par les cellules de communication, tant étatiques, fédérales que cantonales ou voire communales. Il y a un travail de tous les jours, et je partage l'avis de Mme Torrance au niveau de la prévention et puis comment on vit. Mais je rappelle quand même que tous les thèmes que vous avez donnés, il y a 20 ans, on ne les connaissait pas parce que la science ne nous montrait pas justement ces problèmes-là. Donc il faut aussi calmer un petit peu le jeu, puis de plus en plus on va en apprendre. Je prends par exemple la STED de Lausanne qui est en cours de construction permettra de bloquer les virus, les bactéries et les micropolluants. Voilà. Et ça, c'est parce que la science nous a permis de tout simplement trouver des solutions. Je rappelle quand même que les dépenses de la santé, c'est 80 milliards. 80 milliards. 39%, c'est les hôpitaux. 39%, ça représente 32 milliards. C'est la part la plus importante sur ces dépenses. Les médecins, c'est 30%. C'est 30%, c'est 24 milliards. Et les médicaments, on est à 9 milliards. D'accord ? Donc, toutes ces thématiques, il faut les traiter. La rationalisation des hôpitaux, et il y a eu la presse quotidienne, entre autres de notre région, a très clairement dit qu'il faut faire attention. Nous, le consommateur, de ne pas aller automatiquement aux urgences et de bien cibler tout simplement dans notre comportement où on peut trouver la solution. Au niveau du médecin, c'est des charges administratives qui sont gigantesques aujourd'hui. Près de la moitié de leur temps, c'est de remplir de la paperasse. Il faut réduire ces charges administratives pour que le médecin fasse son travail. Et ça, c'est important. En ce qui concerne les médicaments, certes, c'est que 11%, mais je partage votre avis. C'est pas normal qu'un générique n'est pas pour le consommateur coûte plus cher en Suisse que dans l'Europe. Ça, c'est pas normal. Et ça, c'est des mécanismes qu'il faut qu'on contrôle. Il faut que l'État, alors sans aucun doute, améliore sa réglementation sur ces différents coûts. Monsieur Français, qui est très proche d'Ensemble à gauche et des Verts, on apprend des choses ce soir. Merci beaucoup pour ces réponses. Je suis pas sûr. Je plaisante. Vous pouvez plaisanter. Mais je pense que cette réflexion, je reviens sur la réflexion de fond. Je ne suis pas plus avec l'un ou l'autre. La notion de la prévention, on ne peut pas dire que c'est une entité purement de gauche. C'est pas vrai. Les médecins, je ne sais pas de quelle couleur politique ils sont, mais c'est ce qu'ils prônent tous les jours. Les charges administratives qui sont trop conséquentes pour eux, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils le dénoncent. Merci, Monsieur Français. J'aurais jamais dû vous relancer. Adamara, rapidement, vous vouliez juste réagir par rapport à ça et après on passera au thème suivant. Ah non, Monsieur Olivier Français va pas prendre mon temps de parole, je vais m'exprimer. Il y a le coût, ça a été dit, les médicaments. Il y a évidemment aussi la régulation des nouveaux cabinets, parce que ce qu'on constate, c'est quand il n'y a pas de moratoire, une explosion de spécialistes qui font augmenter les coûts. Ça, c'est une chose. Concernant le financement, parce que là, on a parlé des coûts, mais c'est extrêmement important de parler du financement. Ça a été pas abordé, je ne comprends pas pourquoi. Il faut savoir que nous avons trois points sur l'action. La réduction des primes d'assurance maladie, parce qu'aujourd'hui, on est passé de 10 à 14% de moyenne pour payer des primes d'assurance maladie pour les ménages. Ça ne va pas. Nous avons une initiative pour les bloquer à 10%. Il y a évidemment... il faut savoir que les Vaudois, en quelques années, vont pour la deuxième fois payer 200 millions probablement de primes d'assurance maladie en trop par rapport à d'autres cantons. Donc là, ça ne va pas. Il y a des choses à faire sur la transparence par rapport à ça. Et je rappelle qu'on est en train, la tendance helvétique, c'est de baisser les subventions. Et nous avons fait au Parti socialiste un recours dans le canton de Lucerne qui avait baissé ses critères pour que les gens reçoivent des subventions. Eh bien, nous avons gagné et nous espérons que ce mouvement va joindre tout. Merci beaucoup. On va clore ce débat sur la santé et l'AVS. On va remercier Mme Meinherz d'être venue sur ce plateau et M. Pointet également. On va passer au dernier thème de la soirée. Il s'agit d'économie et d'innovation. Voici un rappel des faits, si je peux dire comme ça, avec Fred Vallet. Levez la main ceux qui savent que la fermeture éclair est une invention suisse. Ouais. On le sait pourtant, notre pays est toujours niché quelque part au sommet du classement en matière d'innovation. À l'heure où le PFL fête ses 50 piges, les capitaux injectés dans les startups ont triplé en une poignée d'années, si bien qu'en 2018, ils ont pour la première fois dépassé la barre du milliard de francs. Et non, une startup, ça n'est plus simplement 3 copains qui se réunissent dans un café bobo pour tenter d'inventer une nouvelle manière de boire un latte macchiato. Flyability, Lunaphore, Ava, Wingtra, Bestmile. Si vous n'avez rien compris, vous n'êtes plus à la page puisque ce sont les 5 startups suisses les plus prometteuses, primées au début du mois
mois par 100 Startup Awards 2019. D'autant que dans le top 5, 3 sont basés à Lausanne. Plus globalement, les jeunes sociétés suisses mettent le paquet dans la technologie informatique, la biotech, la fintech, la medtech, la cleantech, bref, des investissements loin d'être en toc, mais pas toujours bien mis en valeur, selon Nicolas Bidot, qui a fait voyager la Swiss Tech pour la première fois à la foire de l'électronique de Las Vegas l'année dernière. Presque tout est beau et tout est joli dans la tech suisse. C'est en tout cas l'avis du Conseil fédéral qui annonçait fièrement en 2018 qu'aucun changement n'est nécessaire dans la politique d'innovation de la Confédération. Problème, c'est qu'il n'existe pas encore tout à fait de politique d'innovation digne de ce nom en Suisse. Demandez à Fatih Derder. La Suisse tient-elle vraiment le cap lorsqu'il s'agit d'innovation ou se fait-elle lentement grignoter par la mondialisation ? Et donc, on va en parler dans ce débat. Avant, nous accueillons deux nouveaux candidats. Tout d'abord, Anaïs Timofté, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, vous êtes la numéro 2 du POP vaudois, le POP qui lance 2 candidatures de combat avec Bernard Borrell. Si on ajoute les 2 candidatures d'ensemble à gauche, il y a quand même une sorte d'embouteillage à la gauche de la gauche. Au final, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir plus de perdants dans votre camp ? Moi, je trouve ça très positif. Plus on sera efficace et plus on pourra visibiliser nos positions. Donc non, je pense que c'est pas du tout un embouteillage. On voit énormément de candidats dans le cadre aussi des élections au Conseil national. C'est aux électeurs ensuite de se prononcer. Mais je pense que c'est important qu'on puisse être là pour montrer aussi des idées un peu plus combatives de la gauche. Claude Péglé, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 69 ans, vous êtes membre du PDC, un parti qui a fait parler de lui un petit peu ces derniers jours. Alors comment est l'ambiance à l'interne en ce moment ? Vous avez au PDC une sensibilité romande qui est probablement un peu différente de la sensibilité alémanique. Ensuite, on est dans une situation où c'est pas une très bonne chose quand on veut être un parti qui crée des ponts que d'être antagoniste par rapport aux autres. Ce qui fait qu'une grande majorité des romans avait envie de marquer une distance par rapport à ce qu'a fait le Parti suisse. Néanmoins, nous estimons, et j'estime aussi, que ce n'est pas devant les médias qu'on doit laver notre linge sale, on doit le faire en famille, mais il y a du linge à laver. Ah ouais. Donc vous ne voulez pas laver votre linge sale, mais vous faites quand même un peu quand même. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous pose une petite question un petit peu scolaire, comme ça. Si je vous dis donc ce qu'on a entendu, Best Smile, Flyability, Lunaphore, vous me répondez ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Start-up et, M. Béglé peut-être ? Start-up issu de l'EPFL et implanté dans le giron de l'EPFL. Il y a M. Derder qui se permet même, dans des interpellations dans les médias, justement, de rappeler à Berne qu'il y a des start-up en Suisse et en Suisse romande. M. Béglé, est-ce qu'on en fait assez pour les chouchouter, ces start-up ? Non, pas assez. On a la chance d'avoir beaucoup d'éléments très positifs. Entre les PFL, les TH, les universités, les HES, un gouvernement qui comprend quand même l'importance de ce secteur, des entreprises innovantes, InnoSuisse, il y a beaucoup. Par contre, j'ai le sentiment qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Quand on regarde le nombre de start-up issus de chez nous, ce nombre est inférieur à celui des inventions. On est très bon en invention technologique, nos universités sont excellentes, la transformation de l'essai est pas mauvaise, mais moindre. C'est probablement lié à un facteur culturel, l'audace. On a tout, mais on est en Suisse un peu prudent. Et je pense qu'il faudrait avoir cet esprit de la Silicon Valley, d'aller un peu plus en avant. Alors, une question qui vous a été posée par SmartVote, c'est la problématique concernant le rachat du départ d'entreprises souvent prometteuses par des investisseurs étrangers. On regarde justement ce que vous avez répondu sur SmartVote. Donc la question était, les entreprises suisses devraient être mieux protégées du risque de rachat par des investisseurs étrangers en introduisant des contrôles sur les investissements. Beaucoup de personnes qui sont dans le oui, plutôt à gauche, Adèle Torrance, Adam Aran, Anaïs Timofté, Bernard Morel, etc. Plutôt des oui, Claude Béglé, vous êtes dans plutôt oui, en compagnie de Jacques Nicolet de l'UDC. Plutôt non, Olivier Français. Et carrément non, François Pointet, Michael Buffat et Isabelle Chevalet. Donc Michael Buffat, je me tourne vers vous. Donc non, on ne doit pas du tout protéger nos start-up. Je suis un libéral. Je suis pour le marché, mais par contre, je partage ce qui a été dit avant, c'est que l'innovation, c'est le moteur du développement économique.
Pour un petit pays comme la Suisse, on a des coûts de production élevés, on n'a pas de ressources premières, on a un marché intérieur qui est relativement petit, on a besoin d'innovation, on aura besoin d'innovation pour les défis de l'environnement, on en parlait dans le premier débat. Ça, pour moi, ça sera la clé de ces défis-là, ça sera à travers l'innovation, mais c'est pas en surprotégeant en ayant un marché dicté par l'État. Non, il faut un système libéral avec des conditions cadres qui soient très avantageuses pour les entreprises, qu'elles puissent se développer chez nous et qu'elles n'aient pas besoin d'aller ailleurs. On rappelle un peu le contexte, c'est que ces startups, à partir du moment où elles atteignent une taille critique, sont souvent rachetées ou partent à l'étranger. Vous, par exemple, Madame Timofté, est-ce que vous pensez qu'on les chouchoute assez, ces startups de l'EPFL notamment ? Alors, je pense qu'on chouchoute beaucoup d'entreprises en Suisse. On a effectivement un climat fiscal qui est extrêmement avantageux, extrêmement favorable aussi au développement, disons, d'innovation technologique. On l'a rappelé, on a beaucoup de hautes écoles qui sont vraiment à la pointe. Là où on est moins fort, par contre, c'est pour garder les personnes qu'on forme ici en Suisse, puisqu'on a une loi sur les étrangers qui fait en sorte qu'on forme les personnes ici, mais qu'ensuite on ne les accepte pas ensuite et qu'elles partent. Non, ensuite, je suis effectivement favorable à ce qu'on ait des contrôles bien plus importants pour le maintien en fait des entreprises qui se développent et qui ont un haut potentiel d'innovation, qu'on les maintienne en Suisse et qu'on ait également beaucoup plus de contrôle quant aux entreprises qui risquent effectivement de subir des délocalisations. Enfin, les subir, c'est toujours un choix. C'est toujours un choix qui est fait. Et en Suisse, on a extrêmement beaucoup d'emplois qui sont menacés par ces fuites vers l'étranger futures. Alors, comme dans l'innovation, forcément, ça réagit sur les réseaux. Vous voyez, la transition, elle est toute trouvée. Pour retrouver Fred Vallet, qui justement suit les réactions sur Facebook. Fred. Oui, et puis une très bonne remarque, une très bonne question de Marc. Est-ce que les startups ne sont pas un moyen pour les grosses entreprises de sous-traiter leur recherche et développement en surexploitant des jeunes ingénieurs à qui on vend des espoirs d'indépendance et qui finissent à travailler 50 heures par semaine pour des bas salaires? Alors, la question peut-être pour Olivier Français. J'ai été chercheur et j'étais moins bien payé que ma femme, ouais. Terrible. Non, mais faut être il y a un problème dans la profession et la recherche, c'est la reconnaissance du chercheur. Et ça, c'est clair. Et surtout de donner une continuité au monde de la recherche, puisque certaines jeunes femmes ou certains jeunes hommes sont vraiment dans la voie académique et pas dans la voie industrielle ou pré-industrielle. Et ça, c'est important. Donc, je pense que la remarque est juste. Je suis pas sûr que l'investisseur qui donne un mandat bien spécifique à une start-up donne cette mission à la recherche, bien au contraire, d'autant que la fondation qui gère, en tout cas ces hubs, est très attentive quand même à la notion des conditions cadres qui sont données aux chercheurs. Je m'arrête 2 minutes quand même, c'est que l'État ne doit pas freiner l'investisseur. Et l'investisseur, il peut être suisse comme il peut être étranger. Et on a de la chance, et en particulier ces 10 dernières années, qu'on a pu lever des fonds très importants qui ne sont pas spécifiquement suisses. Je pense dans le travail de M. Ebischer que le travail de M. Nerli ont permis justement à donner ce coup de pouce. Après, le monde du travail, il est ce qu'il est. Est-ce qu'on a la main-d'œuvre pour faire le développement? Et ça, c'est important. La réponse, n'est pas toujours oui. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais après, si on peut garder le siège de la start-up dans notre pays, et puis travailler avec d'autres et partager tout simplement ces connaissances, c'est une plus-value pour la Suisse. Adamara, votre réaction, votre fibre sociale doit être touchée par la question du téléspectateur qu'on a entendu tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on aborde un domaine extrêmement important qui est la numérisation, parce que ce sont souvent des startups qui ont comme thématique évidemment des technologies avancées. Alors d'abord, rappeler qu'au niveau économique, les conditions cadres helvétiques sont extrêmement bonnes, parce que les conditions cadres, c'est aussi une sécurité de la base juridique, par exemple, des infrastructures, etc. Le problème des startups aujourd'hui, au départ, c'est l'investissement pour créer des startups. Alors là où vous dites la fibre socialiste, c'est que souvent on vient, notamment M. Derder, qui vient toujours avec des propositions à la droite pour défiscaliser des startups. Je rappelle que les startups, au départ, elles font pas de bénéfices, justement. Donc, elles ne sont pas imposées. Par la suite, une fois qu'elles font le bénéfice, eh bien, comme vous dites, après 5 ans, il y a quelque chose qui est mis en œuvre. Donc, aujourd'hui, moi, la question de la numérisation me touche
parce qu'elle exclut. La numérisation, normalement, doit provoquer, chaque fois qu'il y a eu des révolutions industrielles en Suisse, elle a provoqué des progrès pour les salariés. Qu'est-ce qu'elle a? Soit par des temps de vacances ou de week-end, soit par une augmentation salariale. Aujourd'hui, on n'assiste pas à ce mouvement-là. Donc, je sors un peu des startups pour parler de la numérisation. Et c'est là qu'il est important de mettre en avant aussi les travailleurs qui ne sont pas des start-upers, mais des gens qui sont exclus du système, qu'il faut reformer et mettre sur le marché du travail. Désolé, il faut qu'on avance sur les problématiques. On pourra le mentionner aussi dans le cadre de rapports qu'on a avec l'étranger. Je me permets d'amener la thématique de l'accord cadre avec l'Union européenne, une thématique qui est très importante. Je vais citer Économie Suisse à ce sujet. La Suisse doit signer d'urgence l'accord cadre avec l'Union européenne car sa prospérité en dépend. Je me tourne vers vous, Adèle Torrance. Est-ce qu'on va droit dans le mur si on ne trouve pas d'accord cadre avec l'Union européenne ? Oui, je le pense et je le dis ouvertement, je fais probablement partie de l'aile plus pro-européenne des Verts. Mais oui, je pense qu'il faut trouver une solution pour cet accord cadre. Il est difficile, on a beaucoup discuté de la manière dont on pourrait le renégocier, le modifier, etc. Je pense que ça, c'est une piste, mais où il me semble que la marge de manœuvre est relativement restreinte. L'autre piste, qui me paraît plus prometteuse et qui a, je crois, notamment été discutée aux étapes, peut-être que M. Français pourra me dire des nouvelles, c'est la question de mesures d'accompagnement, de paquets de mesures d'accompagnement qu'on déciderait en Suisse pour justement rendre cet accord acceptable pour la population. C'est clair que s'il y a un fort dumping sur les salaires, on n'aura pas la population avec nous. Et on le sait tous, cet accord, il va finir devant le peuple. On doit obtenir une majorité dans le peuple. Et si cet accord ne permet pas de maintenir un équilibre social dans notre pays, il sera rejeté par les citoyens suisses. Et c'est cet équilibre qu'on doit trouver. On doit promouvoir je dirais, les échanges économiques de la Suisse avec l'Europe. On doit promouvoir la suite des bilatérales, la suite de ces relations qui nous ont portés ces dernières décennies, mais on doit aussi assurer qu'elles puissent se faire en respectant les équilibres sociaux dans notre pays, et je pense que c'est le secret pour le succès de cet accord devant le peuple. Michael Buffat, accord cadre avec l'Union européenne, vous devez grimper au rideau quand vous entendez ça. Effectivement, je pense que nous sommes le seul parti autour de la table qui est opposé à cet accord cadre. Tout d'abord, cet accord cadre, c'est la fin des relations bilatérales. Cet accord cadre, c'est pas des relations bilatérales qu'un État peut imposer à un autre État sa vision, qu'un État peut forcer la Suisse à adopter tel ou tel comportement et à prendre des mesures de rétorsion contre lui. Non, cet accord, en fait, ça aurait dû être le sujet principal de ce débat, le sujet principal des élections, parce que c'est l'avenir de la Suisse qui dépend de cet accord. Si on signe cet accord de soumission de notre pays à l'Union européenne, c'est le pas juste avant l'adhésion de l'Union européenne qui est voulu par certains partis en face de moi. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à être contre cet accord cadre. Anis Timofté, vous aussi, ça vous fait un peu peur? Alors, le POP est opposé à l'accord cadre. Effectivement, l'accord cadre qui prévoit en fait une baisse drastique des mesures de protection des salaires face au dumping salarial. On en a discuté juste avant. Et en l'état, elles ne sont absolument pas suffisantes. Et là, on se dirige complètement vers une abolition des mesures de protection des salaires. Donc pour nous, en tant que parti qui défend en premier lieu les travailleurs et les travailleuses, on ne peut pas se permettre d'accepter un tel contrat. Et en plus de ça, l'accord cadre prévoit une baisse également drastique de la souveraineté populaire, en fait, de la souveraineté, puisqu'on a une reprise quasi automatique du droit européen dans la législation suisse, ce qui est inacceptable. On ne peut pas avoir nos lois qui sont dictées par une Europe qui est complètement libérale, et c'est aussi pour ça que le POP est complètement opposé à la multiplication des accords avec l'Union européenne. Il s'agit plus d'une Europe sociale à laquelle certaines branches des socialistes ou des Verts ont pu rêver un jour. Aujourd'hui, de notre point de vue, cette Europe sociale n'existe pas. Elle n'est pas bénéfique aux travailleurs et aux travailleuses. Elle les met en concurrence, une concurrence dangereuse, et ça tire les salaires vers le bas. On va vous donner la... Alors là, je ne sais pas si vous avez l'image du dossier qui félicite le POP. Il ne s'agit absolument pas d'une soumission. Mais vous êtes pour la collaboration, vous? Je suis pour l'accord cadre, et ce qui se trouve là derrière, c'est la prospérité de la Suisse. Alors, il y a trois choses. Il faut d'abord savoir que c'est les bilatérales. Et comme les bilatérales avaient été négociées par les Suisses de façon favorable à la Suisse, les autres nous en veulent un peu. Et en reprenant à zéro tout le paquet des bilatérales, il y a un risque, on ne sait pas encore, parce qu'effectivement c'est une négociation, ça va dans les deux sens, il y a un risque
que l'accord définitif soit un peu moins favorable. La deuxième chose, c'est les nouveaux accords, comme par exemple l'accord sur l'électricité dont on a besoin. Et troisièmement, on a besoin de pérenniser tout ça dans une évolution du droit. Adamara, votre réaction? Moi, j'aimerais dire que je pense que la Suisse a besoin d'un accord cadre qui englobe plusieurs thématiques. Maintenant, tant que l'histoire du dumping salarial et des mesures d'accompagnement ne sont pas réglées, il n'est pas possible aujourd'hui de le signer tel quel. Ce que j'aimerais dire de très important, c'est qu'aujourd'hui, ce qui met en danger la Suisse, c'est pas tellement cet accord cadre, c'est l'initiative UDC sur laquelle on votera l'année prochaine, qui est d'isoler la Suisse, puisque c'est la fin de la libre circulation des personnes. Et là, vous n'avez plus d'accord du tout avec l'Europe, ce qui souhaite une sorte de Brexit à la Suisse. Quand on voit dans le chaos dans lequel les négociations pour sortir de l'Union européenne, dont nous ne faisons pas partie, engendre, on voit bien que c'est ça le réel danger aujourd'hui pour la Suisse. Olivier Français, on va vers un Brexit de la Suisse? Alors, tout dépendra de la décision du peuple par rapport à la proposition faite par l'UDC. C'est clair que si on supprime le libre-échange, on n'a même plus besoin de parler de l'accord GATT qui est en cours de discussion. Je rappelle quand même que le terme qui a été choisi au niveau diplomatique, c'est la clarification. Ce n'est pas une renégociation, c'est une clarification sur 3 thèmes en particulier. Celui qui est le plus important, qui est combattu par la gauche, en particulier les syndicats. Et là, j'ai une incompréhension de leur interprétation. Moi, je ne dis pas le texte la même chose. Si on lit les annexes telles qu'elles sont exprimées, les conventions collectives, madame, sont garanties. La convention collective, c'est l'accord tripartite. Non, mais là, on parle des mesures d'accompagnement. C'est lisez bien l'accord. Lisez bien l'accord. Est-ce que vous connaissez juste la manière dont sont contrôlés les salaires en 4 jours? C'est impossible. On n'a pas les moyens, on ne dispose pas de moyens pour contrôler qu'on ait ces niveaux de salaire qui soient équivalents. Et quand on vote de ce côté-là, il est plutôt à l'avant-garde de la méthode. Peut-être moins en Suisse alémanique, mais ce qui est sûr, c'est que les conventions collectives, elles sont dûment appliquées. Et c'est un parti. Vous me laissez finir. Collective, monsieur Français. Pas tout le monde est soumis à une convention collective, c'est bien ça le problème. Vous me laissez finir. C'est un partenariat entre le patronat, c'est un partenariat avec le syndicat et c'est un partenariat avec l'État. Et s'il manque peut-être, et sans aucun doute, des moyens dans la notion de la surveillance, j'en conviens, d'accord? Mais ça, c'est notre problème interne. La deuxième chose, vous dites un État avec un autre État. Mais oui, c'est clair. Quand je fais un accord, quand je signe un contrat, même moi comme salarié, j'ai besoin de quelqu'un qui arbitre. Et l'arbitre, plus neutre que ça, entre guillemets, tu meurs dans la convention telle qu'elle est proposée par la Confédération avec l'Union européenne. Donc ces 2 points capitaux que vous avez appuyés, c'est tout le contraire de ce que vous venez de dire. Maintenant, le 3e point, c'est cet accord de soumission. Attendez voir, quand on discute, c'est la notion d'un compromis, on trouve des solutions. Sans aucun doute, le peuple décidera, mais n'envoyez pas des messages comme quoi la convention collective, qui est quand même la base de la paix sociale dans notre pays, remis en cause par cet accord cadre, c'est faux. Au contraire, c'est pour garantir les salaires. Et c'est la reconnaissance de la différence salariale que nous avons. Et ça, c'est très important. Il y a de nombreux travailleurs détachés qui ne sont pas soumis à des conventions collectives. On a de nombreux travailleurs temporaires aussi qui ne bénéficient pas des mêmes niveaux de salaire que les salaires qui sont prévus dans la convention collective pour les travailleurs fixes. On a pris à partir du décès, M. Buffat, par rapport au Brexit. Vous êtes pour le Brexit suisse? 2-3 choses. Déjà, un contrat entre 2 parties, il doit être traité de manière égale, sans que dans ce contrat, une partie puisse imposer sa réglementation à l'autre partie. En Suisse, c'est le Parlement qui fait les lois et c'est le peuple, et c'est pas l'Union européenne qui va nous imposer nos lois. Ensuite, comme M. Français parle du tribunal arbitral, alors je ne sais pas s'il a lu la même chose que moi, mais quand il y a un différend qui touche au droit européen, alors le tribunal a obligation de se baser sur la jurisprudence de la Cour européenne. Donc le tribunal ne sera pas neutre lui-même puisqu'il va se baser sur les volontés de l'Union européenne. Ce qu'il faut voir, c'est que cet accord cadre... je rappelle. Ce qu'il faut voir, c'est que cet accord cadre, c'est la soumission de la Suisse à l'Union européenne et que les gens qui veulent faire ci, c'est pas pour consolider les bilatérales, laissez-moi finir, c'est pas pour consolider les bilatérales, au contraire, c'est pour préparer l'étape suivante qui est l'adhésion à l'Union européenne qui fait partie du programme des gens autour de cette table. On vous a compris et il y aura bien évidemment d'autres débats par rapport à cette thématique. Dans la législature à venir. On voulait juste, il nous reste 5 minutes, il y a un fait d'actualité dont on parle beaucoup, c'est la 5G. La 5G de gré ou de force, il y a beaucoup de messages alarmistes qui circulent sur les réseaux sociaux et on sent ce porte-à-faux avec les institutions. En gros, le public réclame de la mesure alors qu'en Suisse, plus de 330 stations émettrices ont déjà été installées et que les opérateurs communiquent à tout va.
Rapidement, parce qu'il nous reste 4 minutes 30 de débat, Adèle Torrance, ce passage en force des opérateurs qui communiquent alors qu'il peut y avoir des moratoires dans certains cantons, ça vous agace ? Oui, ça nous agace tout à fait. Je pense que, et je crois que vous me connaissez, je suis quelqu'un qui est très féru d'innovation. Je m'engage pour la transition énergétique, je m'engage pour l'économie circulaire. Mais je pense que l'innovation, elle ne doit pas se faire contre les gens, elle doit se faire avec les gens et elle ne doit pas se faire en menaçant ou en risquant de menacer la santé publique. J'ai toujours été plutôt optimiste avec les technologies, mais je dois dire que quand on voit que l'Association suisse de médecine, la FMH, tire la sonnette d'alarme et dit que ça va trop vite, qu'on n'a pas de sécurité avec cette nouvelle technologie, qu'on ne sait pas tout de son impact, je pense qu'il y a un moment où on doit respirer, calmer le jeu, attendre les rapports que le Conseil fédéral commande avant de donner avec l'autre main des autorisations pour mettre en marche le processus d'installation de ces antennes et avoir un vrai débat public pour que cette innovation elle se passe correctement dans le respect de la santé de nos concitoyens. Claude Béglé dit qu'il faut calmer le jeu. Il n'empêche, les antennes existent déjà, fonctionnent déjà et on communique à tout va là-dessus. Il y a effectivement un problème soulevé de santé publique dont on ne mesure pas encore exactement l'ampleur puisqu'il est essentiellement futur, mais il y a un problème et il faut le mesurer. Derrière ça, il y a le fait que la 5G, c'est une technologie qui va être absolument essentielle non seulement à aller plus vite sur Internet, mais à l'Internet des objets, qui est probablement l'avenir de notre économie. Et si nous, on ne le fait pas, les autres ne nous attendront pas. Finalement, il y a différentes technologies derrière la 5G. La Suisse est leader, je crois, mondial aujourd'hui dans le développement des fibres optiques. Les fibres optiques sont évidemment beaucoup moins nocives. Le problème vient des antennes du réseau final. Madame Timofte, on n'écoute pas la population, encore une fois ? Non, je pense qu'il faut appliquer effectivement le principe de précaution. Il y a des enjeux de santé publique, comme vous l'avez dit, qu'on ne mesure pas, donc il n'y a aucune raison de se précipiter. Même si vous dites aussi, voilà, il ne faut pas attendre que les autres l'aient déjà fait et qu'on s'y mette. Non, moi je pense qu'il faut attendre. Il n'y a pas d'urgence. Il y a plusieurs études aussi qui montrent qu'en fait, les seules parties qui sont vraiment intéressées au développement réel de la 5G, c'est avant tout les opérateurs mobiles. Voilà. Donc est-ce qu'il faut vraiment prendre en otage la santé de la population pour les opérateurs mobiles et pas tellement pour d'autres entreprises à capacité d'innovation dans les domaines du numérique et de la 5G? Non, on ne doit pas. On doit appliquer le principe de précaution. Olivier Français, on prend en otage la population actuellement ? Écoutez, les opérateurs prennent en otage la population ? Je vais peut-être vous rassurer, puis je vais donner mon expérience de vie. J'ai un portable depuis 1986. Je ne sais pas comment va mon cerveau. Moi, j'ai l'impression qu'il faut... Non, mais je fais la référence tout simplement à ce qu'émet une antenne, qui est l'antenne du portable, et puis... puisque là, on parle plutôt de l'antenne qui est à l'extérieur. Ce qui est le plus dangereux, c'est l'antenne du portable. Quand vous appelez, il ne faut pas appeler à côté de l'oreille et ça a des conséquences. Maintenant, les antennes qui sont à l'extérieur, j'essaye de vous rassurer, c'est peut-être plutôt le scientifique, on a changé la gamme de fréquences, mais on n'a pas changé la puissance. Et on a, par mesure de précaution... Des limitations qui sont imposées pour qui sont imposées, qui doivent peut-être plus mesurer pour rassurer la population, puis qu'on n'ait pas des dépassements dus à un opérateur. Et ça, c'est important. Et puis, le global, on est nettement inférieur à tout ce qui se passe en Europe. Nettement inférieur. Donc, le principe de précaution voulu par l'État, il est là et on n'a pas fait cette modification. Il y a eu une demande à un moment de l'augmenter. D'accord ? Et ça a été refusé par le Parlement. Donc, le Parlement, dans sa sagesse, il a dit, on ne bouge pas, on fait une modification technique par le changement de la fréquence, mais pas sur la puissance. Voilà. Moi, c'est ce côté rassurant que je voudrais donner. Je pense que M. Béglé a donné les bonnes réponses par rapport à ce que pourrait apporter la 5G. Par contre, ce qu'on attend avec impatience, tous les parlementaires, c'est ce fameux rapport, c'est que les scientifiques doivent nous donner des réponses qui sont posées par la population, qui sont reportées par le politique. Ça, c'est important. Adamara, on fait tout bien. S'il vous plaît, on arrive au bout du débat. On va juste avoir Mme Marat et M. Buffat. On a effectivement parlé de urgence ou pas. Moi, je pense que la majorité aujourd'hui des entreprises suisses et du canton n'ont pas l'urgence de la 5G pour une compétitivité. Par contre, je pense effectivement qu'il faut aujourd'hui appliquer ce principe de précaution qui est de dire le fameux rapport. Et je rappelle simplement que le canton de Vaud, le Grand Conseil et le Conseil d'État sont pour attendre justement ce fameux rapport avant de dire on continue ou pas. Moi, je ne suis pas contre par principe. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Il n'y a pas d'urgence. Il y a une sorte d'hystérisation autour de cette 5G qui ne contrevient pas à la compétitivité aujourd'hui si elle n'est pas là
pour l'instant des entreprises et c'est important. Et on termine avec vous, Monsieur Buffa. Finalement, les opérateurs, qu'il y a un rapport qui sorte ou bien qui ne sort pas, ils s'en foutent, ils ont déjà installé leurs antennes. C'est installé. Non, mais d'après ce que j'ai lu, alors je ne suis pas spécialiste du domaine, mais la 5G, c'est identique au terme de rayonnement à la 4 ou la 3G. Je pense qu'on a parlé avant de technologie d'innovation. Je pense que c'est important que la Suisse ne soit pas larguée de tout ce qui concerne la technologie. Donc, pour moi, je pense qu'on doit aller de l'avant dans ce qui est la 5G. Mais par contre, on doit être attentif aux effets qui pourraient survenir sur la santé, mais que pour le moment, aucun rapport n'indique que la 5G est mauvaise pour la santé. Merci beaucoup. Voilà, on est au terme de ce débat. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous aurez pu vous faire une opinion. Et je vous signale qu'on se retrouve jeudi soir en direct à 19h15 pour le deuxième grand débat des élections fédérales. Cette fois, ce sont les candidats pour le Conseil national qui seront présents sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télé.